C'est un Fighter Club Sunday exceptionnel qui vous attend aujourd'hui. Saladin Parnasse, la superstar du MMA français, est notre invité du jour. On va revenir en longueur avec lui sur les temps forts de sa carrière. Il va nous raconter aussi comment il se sent avant son combat si important samedi prochain au KSW à Lyon. Salut Salah. Salut tout le monde. Tout va bien? Ça va, super. Hein. Ouais, t'es en forme? En forme, plus qu'en forme même. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais entendre, ça promet. Et l'œil qui brille. Ouais, il y a le sourire. Dès qu'il parle du fight, tu sens qu'il y a le sourire. Rester en forme. Hein. On est avec nous aussi, évidemment, ce soir dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir. Sacha qui est à mes côtés. Salut Sacha. Ça va. C'est bizarre de t'avoir à côté de moi. Ouais, j'avoue, mais j'aime bien, tu vois, je suis pardon, ma position est quelque peu nonchalante. Mes excuses, je suis très content d'être là. Je suis très content de recevoir Saladin, qui était aussi un des premiers thèmes de cette émission qu'on a lancée il y a ça quelques semaines. Et un combattant que moi je trouve très inspirant, on reviendra là-dessus et on va essayer de raconter un peu l'histoire de ça. Je suis vraiment super hypé. Je sens que Jalito aussi, il est au max. Évidemment, je suis juste un peu mécontent parce qu'il a pris ma place. Mais bon, il me bat à la bagarre. Va lui prendre. Non, ça va, je suis bien. Tu vas reprendre, je la donne. En tout cas, ça fait plaisir d'être là avec notre champion. Et il y a les ceintures, évidemment, les deux ceintures qui sont là, que tu nous as ramenées, Salah. Tu les as chez toi en permanence ou elles sont où? Non, je laisse à la salle. Ça te motive encore plus quand tu arrives à chaque fois à la salle? Ça motive et ça motive aussi les plus jeunes. Bah ouais, ça donne de deux ceintures l'inspiration. comme ça donne envie. Et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité ce soir, pour nous parler de cette formidable carrière jusque-là. C'est une semaine exceptionnelle qu'on va vous faire vivre sur RMC Sport parce qu'évidemment, on va vous emmener jusqu'à ce week-end prochain. Il y aura des émissions tous les soirs sur RMC Sport pour parler du KSW à Lyon avec Saladin Parnasse, avec le duel aussi entre Amin Ayoub et Mika Lebou. Mais il y aura aussi, évidemment, l'UFC 315 dans la nuit de samedi à dimanche avec la chance de titre pour Manon Fiorot. Des émissions spéciales tous les soirs sur RMC Sport 1. On sera en direct de Montréal aussi pour les dernières infos, les conférences de presse, les pesées, les dernières interviews. Vous n'allez rien manquer cette semaine. Événement. La meilleure ligue européenne et la meilleure ligue mondiale réunies le temps d'un week-end sur RMC Sport. Le champion de ceinture, moins de 66 kg et 70 kg. Le 10 mai, le KSW débarque à Lyon et sort le grand jeu pour un spectacle de dingue et un Saladin Parnasse en feu. Un combat pour le titre ou un combat mythique. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, direction Montréal pour l'UFC 315 et le combat pour le titre de Manon Fiorot. Oh, le kick entré. Oui, c'est clairement le combat de ma vie. C'est mon tour maintenant. Oh, et c'est terminé. Week-end de fou, week-end de dingue à partir du samedi 10 mai en direct sur RMC Sport 1. RMC Sport, écrit l'histoire du MMA. On est très impatients de vous faire vivre cette folle semaine sur RMC Sport. Avant de démarrer avec toi, Salah, l'info aussi du jour, c'est le forfait de l'adversaire de Benoît Saint-Denis pour cette UFC 315. Joël Alvarez l'a confirmé d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. Blessure à la main pour l'Espagnol qui annonce aussi d'ailleurs, Sacha, qu'il va arrêter les moins de 70 a priori. Et on attend du coup de savoir ce que ça va faire pour Benoît de Saint-Denis. Est-ce qu'on cherche un nouvel adversaire? Quelles infos on a? Alors, sur les infos qu'on a de son manager Guillaume Pelletier, Benoît est toujours en départ. Il va arriver à Montréal, je pense, d'ici quelques temps. Et on va se donner à peu près 2-3 jours pour trouver un adversaire sans négociation avec l'UFC, en espérant avoir une place encore sur cette carte de l'UFC 315. Après, il ne faut pas exclure aussi d'avoir un combat qui sera sur une autre carte UFC, un Fight Night par exemple. Et il y a aussi des combattants qui réclament Benoît Saint-Denis aussi, qui veulent se présenter, parce que c'est un combat avec de l'exposition, avec de l'argent aussi, donc c'est forcément une opportunité pour des combattants. Ouais, il y a Mateusz Rebecki, notamment le Polonais, qui est aux portes du top 15, qui a l'out, BSD tout simplement. Et d'ailleurs, pour cette carte de Montréal, vous voyez ce qu'il a posté sur ses réseaux sociaux. Ce serait quand même un moindre mal, Jalito, n'importe quel adversaire en même temps pour BSD, du moment qu'il reste sur cette carte. Exactement, en plus il n'est pas encore classé. Bon, c'est un adversaire qui est quand même très sérieux, très dangereux, mais il n'est pas encore classé. C'est un peu un fight pour Benoît pour se remettre un peu dedans. Pour se relancer. Et je pense que c'est intelligent. En plus, lui, il est aux États-Unis, il s'entraîne à Miami. Ouais. Il est American Top Team, donc il peut. C'est pas très loin, il est prêt à prendre l'avion. Il peut faire le déplacement assez rapidement et ça reste quand même cohérent. Il y a aussi Mauricio Ruffi qui l'a call-out, mais pour faire. Plus tard. Voilà, pour faire un main event d'une Fight Night. Et ça aussi, ça pourrait être intéressant.
Ça nous arrangerait pas, ça, quand même. On préfère voir Ouais. BSD sur la carte. Exactement. C'est là comme on sent, là, quand on est Benoît Saint-Denis, qu'on nous annonce que notre adversaire, là, dans une semaine, ce ne sera pas lui. On n'est pas sûr de rester sur la carte. Comment on le vit? Bah, c'est différent, tout est remis en question parce que la préparation elle est différente. On ne sait pas quel adversaire on a en face. On ne sait pas s'il est grand, s'il est petit, si c'est un grappleur, si c'est un striker. Donc tout est remis en question. Bah, après, on est des combattants et on ne refuse pas les combats et on accepte, quoi. Ouais. Après, ça se discute avec les coachs. De gestion de carrière parce qu'il est top 15, non? Top 15, Benassani. Oui. Ouais. Donc, ce serait bien qu'il affronte un mec qui rentre encore plus dans le top, quoi. Ouais, pour aussi retrouver un petit peu les standings dans cette KT. On en reparlera tout à l'heure plus longuement de Benoît Saint-Denis, de cette UFC 315, mais on va en profiter. On a la chance d'avoir Saladin Parnasse en plateau avec nous. On va bousculer un petit peu les codes de l'émission avec toi, Salah. On a envie d'en savoir plus. Il y a un texte à trous qui va s'afficher juste en face de toi. Okay. Alors le but évidemment c'est que tu complètes les trous qui vont s'afficher avec le plus de sincérité possible. Okay. Allez, ça va démarrer, regarde la première phrase. J'ai combattu en 66 kg, 70 kg, 77 kg. Mais aujourd'hui, ma véritable catégorie de poids est... c'est compliqué, hein. J'ai pas dit que ce serait simple. Hein. Franchement, 66, je peux le faire encore. Hein. Je peux le faire facilement. Et 70, je suis léger quand même pour un 70 kg. Par exemple, quand j'ai tourné avec Axel Sola, qui pèse à peu près 85 kg ou 84 kg, et quand je vois Benoît Saint-Denis aussi, qui pèse quand même lourd comparé à moi, je me dis que je suis un gros 66 kg, mais un petit 70 kg. Mais ma véritable catégorie, pour l'instant, je performe, c'est 70 kg. Hein. Allez, c'est là allez, 70 kg pour l'instant. Comme tant que je performe là encore, là, je dis que ma catégorie, c'est 70 kg. Allez, on continue. Il me reste combien de combats au KSW après avoir après avoir atteint tous mes objectifs, j'irai. Je sais pas encore, hein. Ça dépend ce qu'on me propose. Mais il reste combien de combats au KS du coup? Franchement, je sais même pas. Là, la vérité, je sais même en pas. régie, dites-moi si j'ai le contrôle. Je crois, mais a priori, il reste 3. dit en coulisses entre 3 et 4. Ouais, 3 et 4, je crois. Ouais, 3 et 4. Près. Il reste 3 et 4. C'est un contrat sur 2 ans. Donc, c'est pas au nombre de combats, c'est sûr. Non, sur 2 ans, il y a un nombre de combats. D'accord. Donc, je crois qu'il m'en reste 3 ou 4, à peu près. Donc l'avenir n'est pas fixé encore? Non, pas encore. Ce que j'irai, il me reste encore un an et demi. Donc pour l'instant, je sais pas, j'arrive pas à me projeter encore. Allez, on continue. Il a raison. Cédric Doumbé, trash talk tous les MMA français, sauf moi, parce qu'il sait que... je suis son poteau. On ne tacle pas les potes alors? Non, tranquille. Allez, on enchaîne. Depuis les débuts de ma carrière, on m'a surnommé le Mbappé du MMA. J'ai toujours eu du mal avec ce surnom parce que je suis Saladin Parnasse. Exactement. Tout simplement. T'aimes pas les comparaisons? Non, après c'est flatteur, donc ça me dérange pas, mais je reste quand même Saladin Parnasse, quoi. Au début, c'est flatteur parce que c'est le petit phénomène qui arrive, etc. Mais là, c'est le grand Saladin Parnasse. Il n'a plus rien à prouver. 2 grandes ceintures comme ça. Il a combattu pour une 3e. Son palmarès parle pour lui. Donc là, il doit y avoir des nouveaux Saladin Parnasse. En fait. Si tu veux, on n'a qu'à dire qu'Mbappé est le Saladin Parnasse du foot. On peut inverser si tu veux. Ouais, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Allez, la suite. Aujourd'hui, les 3 pépites du MMA français sont... il y en a beaucoup, hein. 3. Les premiers qui deviennent comme ça. Ouais, qui arrivent sur les débuts pro et tout. Qui arrivent sur le début pro. Ouais, qui est imminent. C'est imminent leur début pro. Il y a Soel. Il y a Souil aussi. Ouais. Enfin, c'est comme Ares. Et il y a le petit qui a combattu l'Hexagone aussi. Comment il s'appelle? Samba Sima. Samba Sima. Qui était avec nous la semaine dernière, Samba Sima. Soel Kaouchen. Et Souil, c'est... Ils ont quoi? Ils ont quel âge? Même pas 18 ans, je crois. Sima, il a quoi? 21 21, Samba, je crois. Ouais, c'est très jeune combattant. Ouais. Ouais. Après, on pense aussi aux jeunes de la Hatch Academy, ou El Cambouche, etc. Il y en a beaucoup, comme tu dis, on en a vu beaucoup. Il y avait championnat amateur aujourd'hui aussi. Ouais, il y en a beaucoup, Ça va, tu te prêtes bien au jeu, ça là. On continue encore un tout petit peu, promis, après c'est fini. Aujourd'hui, je me suis dit numéro quoi? Mondial? Ça dépend dans quelle catégorie. Parce que je suis dans Là, si tu es dans les 70, vu que c'est ta KT. Je sais pas, je sais même pas, je suis 37e, je crois, 35e. Donc je me situe là. Toi, ça te va? Moi, ça me va. Tu te projettes pas plus que ça dans ce...
Pour l'instant, je suis bien comme ça. Ça fonctionne comme ça. Allez. Pour moi, la plus grande qualité de Stéphane Hatch, c'est... Attention, il est pas loin. Juste là. C'est sa gentillesse. Hein. C'est la vérité, il est gentil. On l'entend rigoler d'ici. Je crois que c'est toi, t'es gentil en fait. En vrai, il est comme moi. Et, on est gentil, tu vois. C'est pour ça que ça fonctionne bien C'est entre pour vous. ça que ça fonctionne bien, on est vrai. La sincérité. Alors, on peut mettre ça aussi comme qualité, c'est bien. Bravo, Salah, ça y est, c'est fini. On va être plus détente maintenant. T'es en pleine prépa, Salah, pour ton combat. On en a parlé samedi prochain au KSW à Lyon face à Marian Ziolkowski. On a envie de dire enfin, quand même, ce combat face au Polonais, parce qu'il y a déjà eu 2 rendez-vous manqués avec lui. La première fois, c'était en novembre 2022. Ziolkowski qui a déclaré forfait quelques semaines avant le combat. Et puis surtout, en juin 2023, celle-là, c'est la plus dure peut-être pour toi. Vous deviez combattre pour l'unification des ceintures chez les moins de 70. Lui, il est le champion, toi l'intérimaire. Et à quelques minutes du combat, c'est la douche froide pour toi. Regarde extrait du film RMC Sport. Non. We have to cancel the fight. Non. Mais non. Now? 10 minutes ago. Mais non, mais non, mais non. Mais non, c'est pas possible. Mais non. Mais non, mais non. Attends, Arnaud, calme-toi s'il te plaît. Putain. Nobody falls. You have another fight. Don't worry. This is life. Tarek, ok, je comprends. Tu dis, on comprend, il n'y a pas de souci. Ça fait juste 2 minutes. 2 minutes. Dajcie mi 10 minut, ja przyjdę z decyzją. Tarek, ça fait juste. Donne-moi 10 minutes. Je lui donne 10 minutes, pas de problème. Dis-lui juste que ça fait 1 an qu'il se prépare. Il a refusé 1 fois, 2 fois. Aujourd'hui, on est là avec une grosse préparation, d'accord? Il ne faut pas qu'on nous la fasse à l'envers. C'est-à-dire que nous, on est venus là juste pour la ceinture. Il faut qu'on reparte avec cette ceinture. Là, il ne peut pas combattre. Il s'est préparé, ça fait plus d'1 an qu'on l'attend. Non, relax, no problème. J'ai odmówił walkę pierwszy raz, drugi raz. On te voit assez calme, Salah, sur cette vidéo, contrairement à Arnaud Templier, qui est l'un de tes coachs qu'on voit à côté. Raconte-nous un petit peu ce moment, comment toi tu l'as vécu. Déçu, des illusions. On fait une grosse préparation, le régime qu'on rentre en compte. Mais après, ça va, le KSW, ils m'ont respecté, comme ils me respectent toujours. Ils m'ont mis un combat après, 1 mois après, donc j'ai pu rebondir et reprendre cette ceinture. Comment tu le vis intérieurement? Parce que là, on le redit, mais tu es à quelques minutes du combat, tu es prêt pour aller combattre. J'imagine que jamais ça t'a traversé l'esprit que le combat ne puisse pas se faire à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi? C'est la ceinture qui t'échappe? C'est comment tu... Au début, j'étais dans le flou, je comprenais pas. Je me dis, c'est pas possible. C'est une blague? C'est impossible. On est là, je devais rentrer dans la cage, c'était mon tour. Et là, il se blesse. Donc ouais, compliqué, des illusions à fond. Et tu te dis, c'est tombé comme ça. Après, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Puis après, j'ai pu rebondir. Et le plus bizarre, c'est quand tu prends l'avion, t'as pas combattu, t'as pas de blessure. C'est ça le plus bizarre. Quand tu rentres chez toi, t'as rien, ta famille te regarde, tu regardes tout le monde, rien eu. Et en plus, il y a eu toute la grosse promotion qu'il y a eu avec. Bien sûr. Donc ouais, compliqué, mais bon, ça fait partie de la vie. C'était la plus grande carte de l'histoire du KSW. Dans le grand stade, je crois qu'il y avait 60 000 personnes. Ouais, c'est ça. Avec la promo, elle était promo incroyable, était avec les gladiateurs et tout. C'est le seul souci qu'il y a eu de toute la soirée. Et genre, nous, on a fait une soirée spéciale. Il y avait ton frère, il y avait le fils de Hatch qui était là en plateau. Enfin, les têtes de tout le monde, tout le monde était comme ça. Là, on était confus. Genre, c'est pas possible. Tout le monde était choqué. J'y ai pas cru, moi, j'ai cru qu'il avait fui. Il arrive avec un petit bandage comme ça et tout. Alors, c'est ça qui est fou parce que... dans un film, carrément. Tu dis le KSW m'a respecté, c'est le cas. On entend aussi ton coach Hatch qui essaye de négocier justement pour que cette ceinture te revienne malgré tout. On va voir justement ces images. On le voit ici, Ziolkowski qui vient déposer sa ceinture au milieu de la cage. Toi, tu ne la ramasses pas, cette ceinture. Tu ne veux pas la prendre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis? Je ne l'ai pas gagnée pendant le fight, donc je ne la prends pas ou... Ouais, c'est ça, clairement. Je ne l'ai pas gagnée pendant le fight, je ne vais pas la prendre. Il faut faire un fight pour avoir cette ceinture. Et là, c'est comme si je ne le méritais pas. Donc, non, je ne l'ai pas pris. Et puis après, moi, un combat contre le 2e du classement. J'ai gagné. Et puis voilà. Quoi. Ouais. Toi, tu veux vraiment récupérer les ceintures dans la cage. C'est pas... C'est important. C'est important, c'est ça qui fait le sport. Quand tu gagnes une ceinture, il faut qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle ait du goût, la ceinture. Bah, oui. Et là, il y avait rien. Pour moi, j'avais pas de ceinture.
Ouais, on voit cette image, d'ailleurs, où tu ne vas pas la ramasser, c'est aussi assez symbolique. Ce qui est assez fou quand même, Sacha aussi, c'est que à la base, c'était pas Ziolkowski que tu devais combattre samedi, c'était Marcin Held qui a déclaré forfait. Et donc, on te met Ziolkowski sur ta route. C'est quand même un clin d'œil qui est énorme. Toi, du coup, à force, tu dois commencer à le connaître quand même un petit peu, le Polonais. Tu l'as préparé? Bah ouais, je l'ai préparé, mais comme je dis, tout est complètement différent parce que c'est une préparation sur Marcin Held. Marcin Held, c'est vraiment un mec du sol. Il fait des compétitions de sol, beaucoup de soumissions. Il a plus de 40 combats, 30 victoires à peu près par soumission, 10 défaites. C'était un adversaire très solide. Il a combattu des gros noms, Michael Chandler, plein de trucs. Il a fait la ceinture du Bellator. Il a fait une décision contre l'ancien champion du Bellator. Donc, c'était une préparation différente. J'étais plus focalisé sur le sol. Ouais. Beaucoup de technique au sol, moins de sparring. Donc, ma préparation s'est jouée beaucoup sur ça. Mais après, voilà, je reste quand même prêt. Quoi qu'il arrive, là, c'est Marianne. J'avais déjà fait une préparation pour lui. Et de toute façon, j'ai envie de combattre, je ne vais pas refuser un combat. Hein. Donc j'ai accepté. Et c'était important pour toi que ce soit Ziolkowski. Enfin, je veux dire, tu devais l'affronter déjà 2 fois. Tu as un sentiment un peu de, j'allais dire revanche, mais il n'y en a même pas parce que tu ne l'as pas encore combattu. Mais ça t'est resté quand même un peu en travers de la gorge, ce forfait à quelques minutes du combat. Donc j'imagine que tu dois quand même avoir ce sentiment qui t'anime face à lui. C'est vrai, une petite haine un peu. Ouais. Une petite haine parce que ce combat n'a pas pu se faire 2 fois. Et là, on aura l'occasion de remettre ça samedi. Parce que cette histoire, elle n'est pas finie. On va tout donner tous les deux. Je pense qu'il a fait une bonne préparation. Parce qu'il devait affronter Emargui. Mais même pour lui, ça va être difficile. Parce que j'ai rien à voir avec Emargui aussi. Donc pour nous deux, ça va être un combat difficile. Donc non, on va se donner samedi. Hein, et puis c'est tout. Hein, un grand spectacle, un grand combat, comme d'habitude. Je vais me donner à fond, à 100%. Et essayer de gagner ce combat. On a tous hâte en tout cas. Bah surtout qu'en général, quand il combat en France, Saladin, ça se passe plutôt bien. Je sais pas si tu le savais, mais tes victoires les plus rapides en carrière au KSW, c'est les 2 que tu as fait en France. Vraiment. Donc là, je me dis le 3e à Lyon. Bonheur, j'espère. Hein. Il y a moyen que tu rebattes ton propre record, on sait pas. J'espère. En tout cas, je m'entraîne pour et j'espère donner un vrai show et un vrai combat. Ça t'anime particulièrement quand tu es en France, face au public français? Ça compte pour toi ou alors vraiment non, c'est juste un... Si, ça me booste encore plus. Hein. Je m'entraîne encore plus et je me dis je dois donner un grand spectacle, un grand show. Et voilà, je suis déterminé à fond d'offrir un beau combat à tous les fans qui me regardent, un bon combat d'MMA, montrer mon art parce qu'à chaque fois, je deviens de plus en plus fort. Chaque combat, je change. Et là, j'ai jamais affronté un mec qui mesure cette taille-là. Voilà, donc Marianne, il est très grand. Je vais essayer d'adapter mon style par rapport à lui. Je sais qu'il a de la longe. Et je vais essayer de finir le plus rapidement possible. On va remonter un petit peu ton histoire au KSW pour comprendre justement comment tu en es venu à en être aujourd'hui double champion dans 2 catégories différentes. On est en avril 2019, tu as 21 ans à ce moment-là, tu deviens champion intérimaire des moins de 66. Après seulement ton 4e combat dans l'orga polonaise, on voit ce combat tiqué au 2e round face à Roman Zimanski. Ça paraît loin déjà, mais quel souvenir t'en as toi? Ça paraît loin, j'étais vraiment jeune. Hein. Ah, tu le vois? Ah ouais, quand même, le physique, tout a changé. J'avais 21 ans, j'avais pas encore la force que j'ai maintenant. J'étais un peu trop fougueux. Peut-être c'est ça aussi que c'est grâce à cause de ça que j'ai connu aussi la défaite. Je me sentais invincible à cette époque-là. Je crois que j'étais sur 13 victoires, 0 défaite. Ouais. Donc j'enchaînais beaucoup de victoires, j'étais champion, j'ai fini champion de la catégorie, je l'ai battu au 2e round facilement, j'ai pas trouvé de difficultés à cette époque-là. Donc c'était la bonne époque quoi. C'est pas encore légal en France le MMA, ça remonte quand même. C'est-à-dire que les gens qui ont connu ce moment-là, je pense à ce moment-là, c'est vraiment des connaisseurs hardcore de MMA. C'était compliqué. Toi, tu y étais, Jalito, je le sens là. Moi, je connaissais. Ça va. Ouais, c'était compliqué à cette époque-là. Parce que c'était le premier ou deuxième combat que n'était pas légalisé, on devait toujours s'exporter à l'étranger pour briller, on va dire. Et je faisais partie des premiers Français qui étaient partis à l'étranger, qui avaient brillé, qui avaient une grosse ceinture, une grosse organisation comme le KSW. Et je l'ai toujours regardé, même maintenant. C'est ça qui est fou. Ça fait plaisir.
Jalito, toi, quand tu l'as vu débarquer à Salah, là, tu t'es dit, là, on tient quelque chose quand même. Bah, en plus, je suis marocain, donc Il y a une petite connexion. j'étais obligé. Non, j'étais trop content. Et puis, c'est là où je te disais tout à l'heure le Mbappé du MMA. Parce que c'était cette période-là, la Coupe du Monde venait de finir. C'était phénoménal. Jeune, avec un physique comme ça, en plus, le combat, tu lui as laissé aucune chance. Et ouais, directement, je suis rentré dans le train, comme on dit. Même le choix, il est fort. Tu te rends compte, tu as 21 ans. Si tu fais le parallèle, c'est le moment où tu termines tes études. On va dire que c'était quand même un brillant élève. Moi, je bossais en même temps. J'étais à la mairie. Donc, j'alternais entre le travail et le sport. Je faisais les deux j'arrêtais jusqu'à mes 23 ans. Wow. Jusqu'à mes 23 ans, ouais, jusqu'à vivre vraiment pleinement du MMA. Parce qu'au début, c'est très compliqué. C'est pas tout le monde qui vit du MMA aussi. Hein. Même là, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de vivre du MMA. On n'a pas de revenus, on n'a pas de rentrée. Donc, pour créer une stabilité, créer quelque chose de bien, c'est important de travailler en même temps de faire du sport. Mais tu vois, le choix du KSW, il est osé. Parce que si je reprends le pareil avec des gens qui finissent leurs études à ce moment-là, ils vont aller chercher la grosse boîte, tranquille, peut-être s'empiler avec beaucoup d'autres employés. Toi, tu fais un choix particulier. C'est comme si tu avais investi dans une start-up et au final, ça paye. Je voulais réussir à tout prix. Déjà, même quand j'étais plus jeune, je voulais réussir. J'avais cette obsession de réussir. Donc, j'alternais avec l'école. J'ai eu mon bac. Après, mon bac en plomberie, parce que j'étais plombier. Après, j'ai travaillé directement dans la plomberie, mairie d'Aubervilliers. Je me suis créé petit à petit avec les combats qui est venu, parce que ça faisait une rentrée aussi en même temps. Les combats, ça faisait une rentrée d'argent. Et puis, j'ai pu me construire en tant qu'homme, étape par étape. Et est-ce que c'était une passerelle qu'on ne connaissait pas, le KSW en vrai en France? Il n'y a personne qui se disait, tiens, c'est le KSW, les gars, ils parlaient du Cage Warriors ou d'autres trucs. Comment tu as fait ce choix-là, justement? Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que c'est un choix à l'instant T, je pense que personne n'a compris, personne ne pouvait comprendre vraiment. À l'époque, je pouvais signer aussi à l'UFC et partout, hein, parce que j'avais 10-0, je crois, ou 9-0. J'étais à 9-0, j'avais fait plusieurs combats un peu partout, la Chine. C'est ce que j'allais demander. J'avais fait l'European Beatdown aussi. Okay. En Belgique. En Belgique. Ouais. Donc j'avais beaucoup de propositions, j'avais le Cage Warrior, puis après le KSW qui sont venus avec un beau contrat. Bon, c'était petit à l'époque, c'était rien. Mais, par rapport à aujourd'hui, ouais. Par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'était énorme. Et donc, j'ai signé directement au KSW. Hein. T'as pas fait comme les autres, finalement. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde aurait pu te dire non, fais pas ça. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup aussi d'organisations. Il y avait les M1, il y avait... en Russie, il y avait le Rising, et il y avait le Cage Warrior, et il y avait... comment ça s'appelle? Où il y avait Tom Jikeno qui était champion. Tu sais... avant l'UFC? Non, il y avait Cage Warrior, et tu sais, Cage Warrior, c'était la concurrence avec le Bama. Ouais. C'était la concurrence. Donc, il n'y avait pas beaucoup britannique, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de grosses ligues. Il n'y avait que le KSW qui était solide, M1 qui était solide à l'époque, et l'UFC. Et Cage Warrior, je le voyais encore comme une petite organisation, moi. Et le Bama aussi. Et le KSW, je le voyais largement plus haut que le Bama et le Cage Warrior. Donc, je me suis dit, je vais signer là où c'est le plus grand. Et c'était le KSW qui était le plus grand à cette époque-là. Et ça faisait plus de 20 ans déjà qu'ils étaient... qu'ils étaient bien ancrés dans la MMA. Donc je me suis dit, je vais dans cette organisation qui était bien solide. Bah, Paris gagnant. Hein. Tu as fait un bon choix parce qu'ils te proposent la ceinture au bout de 4 combats. C'est que même eux-mêmes voyaient... Et à l'époque, c'était trop compliqué. À chaque fois que tu allais à l'étranger, tu avais des vols. C'est-à-dire, pour gagner tes combats, il fallait bien gagner. C'est ça, la réalité, c'est que c'est bourbier de combattre à l'étranger. C'était compliqué. Au début, en tout cas, à notre époque, à nous, c'était trop compliqué. Ouais. Après, j'étais en avance par rapport à tout le monde parce que j'ai commencé les matos. J'étais un peu précoce, mais j'ai réussi à instaurer mon art. En tout cas, tu as Paris gagnant, du coup, tu es donc à ce moment-là champion intérimaire. On parle beaucoup à ce moment-là d'un combat face à Mateusz Gamrot, qui est champion des moins de 66 à ce moment-là. Il y a une polémique même. Ah, il y a une polémique en Pologne, parce qu'ils disent comme quoi j'avais refusé Mateusz Gamrot alors que je ne l'avais pas refusé. Il ne voulait pas prendre le risque, lui, déjà, de me combattre. Donc le KSW me disait de combattre pour la ceinture des 66 kilos, mais à 68 kilos. Ou 69 kilos. Moi, j'ai dit non, le combat, 66 kilos. Pourquoi je vais le faire à 68 J'ai dit, moi, je veux la ceinture, je ne vais pas faire un combat comme ça. Et du coup, le combat, il ne s'est pas fait. Et après, il est parti à l'UFC. Ouais, il est parti à l'UFC, c'est pour ça que il a affronté Marianne, il avait gagné Marianne. Et dès qu'il a gagné Marianne, il a lâché les deux ceintures. Parce que c'était lui le double champion, Mateusz Gamrot, à l'époque. Et puis après, il est parti à l'UFC. C'est top pour lui. T'aurais aimé, toi, le combattre, pour le coup, s'il n'y avait pas eu ce problème de poids ou... Ouais, j'aurais aimé. C'est parce que lui, il ne faisait pas les 66 Non, parce que... Ouais, c'est ça, parce qu'il avait du mal à faire les 66 kilos. Et il ne voulait pas prendre le risque de faire 66 kilos. Et moi, à cette époque-là, j'étais...
je faisais pas beaucoup de cuts et mon poids était à 70-72 kilos. 66 kilos, ça me convenait bien. Et j'avais pas encore cette force-là aussi que j'ai maintenant. Et lui, il avait déjà la trentaine, je crois. La trentaine, il avait 29 ans. Donc il était déjà bien costaud. Donc le risque, il était vraiment grand. Donc je me suis dit, je vais combattre en 66. Oui, bien sûr. C'est ça. 66. Bon, du coup, tu récupères la ceinture de champion, puisque lui s'en va à l'UFC. Et puis là arrive le premier coup d'arrêt dans ta carrière au KSW. Tu le disais, tu te sentais invincible jusque-là. Ta première défaite, c'est face à Daniel Torres. Tu prends ce KO dans le premier round qu'on va voir. On a beaucoup vu ces images parce qu'à vitesse réelle, on ne voit pas forcément tout de suite l'impact du coup sur ta tête. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. On va voir les images, mais tu sens direct l'impact du coup, toi, sur ta tête? Franchement, non, je le sens pas. Je me relève directement, je ne sais pas si on voit, mais après, voilà, c'est une défaite, hein, donc je l'ai accepté. C'est comme ça, je sais que ça peut arriver à tout moment. Un coup malchanceux. Donc maintenant, je fais attention. Et là, je me rappelle, le premier round, je suis parti vraiment à fond. J'ai pas fait attention à sa puissance. Et puis aussi, j'avais raté aussi un peu mon cut. Mais j'ai vraiment trouvé des excuses. Voilà, il m'a surpris. Et puis voilà, j'ai réussi à rebondir après. C'était une émotion différente. Ça m'a fait grandir. J'ai beaucoup appris. Donc maintenant, je sous-estime moins mes adversaires. Je fais plus attention. On sait jamais. Tout peut arriver dans la MMA. Voilà, le MMA c'est trop complexe. Il y a plein de coups qui viennent n'importe comment. C'est des petits mitaines. Les gardes, c'est pas du tout la même. Donc là maintenant, je fais attention à tout et je laisse aucun détail m'échapper. Ah, puis Torres, c'est quand même un sacré client. Il a continué après et passé dans d'autres organisations. On sait que c'est un très très gros frappeur. Ça a dû te rajouter aussi un petit truc, une dalle en plus quand tu vas entraîner. Ça m'a donné une détermination en plus parce que je me suis dit tout peut m'arriver. Je me suis entraîné à fond. Et j'ai repris ma revanche aussi, ils m'ont donné ma revanche, le KSW. Eh oui, on va la voir juste derrière. Vas-y, Jalito. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que tu étais invaincu? Est-ce que ça t'a pas libéré un peu de perdre? Parce qu'il y a... Question à être invaincu, c'est souvent à double tranchant. Il y en a, ils sont invaincus dès qu'ils perdent. Ça change tout, mais dans le mauvais, c'est-à-dire qu'ils ne regagnent plus. Mais toi, tu as eu ta revanche et après, c'était complètement différent. Tu étais dans le positif. Est-ce que toi, ça t'a libéré ou ça t'a rajouté une autre pression? Non, ça m'a reboosté. Okay. Ça m'a donné une détermination en plus. Je me suis dit, voilà, je me suis fait avoir, il ne faut pas que ça se reproduise plusieurs fois. Donc, à l'entraînement, quand je m'entraînais à fond, j'avais cette image-là, j'avais Torres dans ma tête. Je voulais absolument gagner cette revanche-là. Donc, après, je me suis entraîné pour et j'ai repris ma revanche et j'ai gagné. J'ai montré que c'était un coup chanceux. Et tu l'as dominé. J'ai dominé tous les rounds. Sur décision unanime là, sur cette revanche. On sent d'ailleurs que dès ton entrée dans la cage, tu avais la rage aussi, tu avais une détermination de dingue pour récupérer ta ceinture. Bah, c'était, on va dire, c'était un de mes combats les plus compliqués hein, mentalement. Parce qu'il m'avait gagné par un KO et j'avais pas droit à l'erreur. Pas le droit de perdre parce que quand tu perds, bah, là, toute la carrière est remise en jeu. Tout ce que tu as construit, tout est remis en jeu. En plus, dans les MMA, ça va vite. Donc je voulais pas passer aux oubliettes et il fallait absolument que je gagne ce combat. C'était un des combats les plus compliqués de ma carrière. Avec Pijek aussi. Pijek, c'était avant Torres parce qu'ils ne m'ont pas donné directement la revanche. Je voulais faire un combat contre Pijek où je devais pas perdre aussi. Rebondir juste après la défaite. Si je perdais, c'était compliqué. Hein. Là, c'est dans la tête que ça se passe. C'est ça. Comme je dis, j'étais déterminé à fond. Et ça m'a reboosté. Et j'avais encore plus la dalle à l'entraînement. Je me suis donné à fond. C'est d'être fort dans tous les domaines, vraiment. Et laisser rien paraître, quoi. Après, tu reviens à fond, tu vas enchaîner 3 combats, une défense de titre chez les moins de 66. Tu montes après en moins de 70, tu deviens champion TMR, puis incontesté avant de redescendre chez les moins de 66 et d'unifier les ceintures. 3 combats, 3 victoires avant la limite. Bon, ouais, on va se faire un petit plaisir, on va les revoir tout de suite. Hooks in, that's classic panache there. That drop from the back. Round he goes. Martin Leon, he's got the choke on. Can he finish it here? Is this a submission? Will the champ submit the wrestler? He has! Salahuddin Panas has retained the featherweight title. The Sultan of Swing, the King of KO. Très athlétique, hein, ce garçon. Donc il mixe les frappes et les tentatives
L'étranglement, ça y est, je crois qu'il est passé. Ouais, en tout cas, il a le bras, ouais. Il est sur le menton. Le menton est bien baissé. Et Rajewski a tapé. Voilà, il a tapé la soumission, l'étranglement magnifique. Saladin Parnasse qui aura fait un travail de sape tout au long du combat, Taylor. C'est une masterclass. Hein. Clairement, on n'a pas senti de danger à un moment donné de Rajewski. Saladin, c'est tellement fort. Allez, c'est reparti. Non, pas le pied. Oui. Allez, l'arbitre s'est interposé, bravo. Et c'est le coup au corps. Yes. C'est un espèce de penalty au corps qui a permis à Saladin d'abréger la rencontre. Pride au Japon. T'as une préférence parmi ces 3 finishes ou pas? Non, je les aime tous. Hein. Tu les connais tous par cœur là, quand on te remonte les images Le premier contre Rutkowski, je le connais parce qu'à l'époque, hein, il ne trouvait pas d'adversaire, c'était compliqué. Donc du coup, il était champion d'une ligue qui s'appelle FEN en Pologne. C'est quand même une grosse ligue aussi. Il était champion de 2 catégories. Donc ils l'ont amené pour combattre contre moi et je l'ai battu. Et le deuxième, je voulais la deuxième ceinture contre Marianne, mais du coup ils m'ont mis à la ceinture intérimaire parce que Marianne était blessée. Et du coup, une masterclass encore contre Rajewski. J'avais battu son frère. Donc il y avait une histoire, on va dire, à vendre au public polonais. Et là, son frère voulait la ceinture, on a fait ce combat. Et il était monté au classement, il était deuxième aussi. Donc je domine haut la main aussi, les 3 rounds. Je crois que c'était au bout du 4e, je le soumets. Puis après, Ruchala, masterclass aussi. Hein. Je fais une domination totale. Il était bien monté, il était à, je crois, 10-0 ou 12-0 quand je l'ai affronté. Donc c'était un gros challenge pour moi. Et je crois qu'il était classé aussi 50e ou 60e mondial. Donc voilà. Tu te souviens de tout ça. Impressionnant, j'ai l'impression que tu as tout en tête. Et qu'il y a... Ouais, c'est parce que c'est mes combats, c'est normal. Donc je devais gagner ce combat. C'était une étape en plus pour moi de gagner Ruchala parce que c'était un adversaire très solide. Comme je l'ai dit, il était bien classé niveau mondial. Et je lui ai fait une masterclass, une masterclass pointue au foie. J'ai l'impression que les gars, ils ont préféré le dernier, là. Moi, c'est mon préféré. Il y a une petite préférence, là. Moi, c'est le dernier, là. Parce qu'en fait, c'est un mouvement qu'on ne voit plus. C'est dans le MMA vintage, au début, tu voyais des trucs comme ça, mais ça n'existe plus. Alors que c'est tout... Il a prouvé que c'était encore efficace. Ah, c'est important, hein, c'est de, faut de frapper tout le temps, hein, frapper tout le temps dans toutes les positions où je me trouve. J'essaie de mettre des coups quoi, que ce soit au niveau du sol ou debout. Voilà, c'est du MMA. Des fois, les gens ils oublient que c'est du MMA, qu'il y a des percussions. Ils sont plus focalisés sur le grappling et sur le JJB, alors qu'au contraire, il faut mettre des coups, que ce soit au sol et debout, pour perturber l'adversaire. Il y a toute la panoplie aussi. Toute la panoplie, ouais. À ce moment-là, tu es double champion au KSW et tu vas tenter le pari dingue de devenir le premier triple champion dans une organisation de MMA. Tu montes chez les moins de 77 kilos et tu défies le champion Adrian Bartosiński. On va revoir ensemble les meilleurs moments de ce combat. On va faire un petit react avec toi, avec Sacha, avec Gialito, pour voir ce qui se passe dans ce combat. Que tu nous dises aussi un peu à chaque instant ce qui se passe dans ta tête, ce que tu fais, pourquoi. Les gars, Sacha, Gialito, si vous avez des questions aussi. Moi, c'est les émotions avant tout, celui-là. À côté de la cage, c'était la première fois que j'allais à côté d'une cage KSW, première fois que j'allais en Pologne. Il y a trop d'émotions dans ce fight, c'est une dinguerie. Et c'est là où tu te rends compte que Wilson et Salah, qui étaient sur la même carte, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils vont dans un pays, ils sont tout seuls. Il y a tout le public qui est potentiellement là pour les voir perdre, mais eux, ils font des performances de fou. Et moi, j'avoue, mentalement, ça m'a inspiré ce moment-là. Ça a toujours été comme ça pour moi, depuis j'ai 20 ans. Tu vois, pour moi, de le voir en tant que spectateur, de me dire, en fait, c'est ça vraiment ce qu'il fait. Pas chaque week-end, mais tous les combats qu'il fait, c'est ce voyage, c'est ce public-là, c'est cette ambiance-là. Et ça m'a mis un respect de fou. Et c'est pas des voyages exotiques, hein, c'est la Pologne, c'est froid, c'est gris. C'est Gliwice, c'est une ville que personne connaît, hein, on peut le dire directement, Gialito. On revoit là le début du combat. Du coup, Salah, ça attaque direct. Comment tu le vis, ce début de combat, toi, à ce moment-là? Je sais que tu te rappelles de tout, manifestement. Ce combat difficile, hein. C'était un combat dur pour moi, où j'ai beaucoup appris. Comment je le vis, je sais que je dois garder les mains hautes, parce qu'il était à 14-0. Et il avait des gros KO à son actif. Voilà, Bartosiński, c'est quelqu'un de très puissant. Donc j'avais ces petites peurs quand même quand je suis rentré dans la cage, quand j'ai vu ce taureau là devant moi. Je me suis dit, waouh. Est-ce que la question que je me pose, c'est dans les phases de grappe et de lutte, est-ce que tu as senti qu'il avait une puissance
que tu n'avais jamais ressenti dans la cage pendant un combat? Je parle pas pendant les entraînements. Parce que... Ouais, j'ai senti un petit peu. Après, j'ai senti aussi qu'il s'économisait beaucoup. En tant que combattant. Il ne voulait pas se fatiguer, il ne voulait pas se donner à fond. Je pense qu'il avait peur d'user son cardio face à moi. Ou peut-être qu'il fait ça avec les 77 kilos. Parce que c'est différent avec moi. J'arrivais à glisser et à rentrer mes mains au bon moment. Donc, Et il y avait combien de différence de kilos entre vous? je pense un bon petit 15-16 kilos, facile. C'est énorme. C'est presque à 100 kilos peut-être, Barthosi. Ouais, à 90, là, 92, facile. Moi, j'étais à 76 kilos. Et ce qui est ouf, c'est tu sens tout de suite, Sacha, dans l'impact des coups, que ça tape plus fort ou pas? Si, mais après, il y a des mecs qui frappent aussi fort que Barthoz, donc je suis un peu habitué. Donc j'essaie de faire attention, la garde elle est haute. Après, c'est juste un manque d'attention où je prends le genou au 4e ou au 3e round. Tu l'as bien encaissé. Je l'ai bien encaissé, mais je n'arrive pas à te lutter. Tout le monde se fait dans le film. Barthosinski, il va le soulever, il va le traîner par terre, etc. Dès les premières secondes du combat, on voit en fait que techniquement, tu es peut-être même au-dessus de lui, je pense, techniquement en lutte. J'ai une bonne défense de lutte. Je travaille beaucoup ma lutte avec mes coachs. Et j'ai un bon jeu de grappling et de lutte. Donc les gens ne le savent pas, mais je suis vraiment fort dans ce domaine-là. Je suis aussi fort que debout. Il y a des gens qui pensent que tu n'es pas fort quelque part. Ouais, ils sont sérieux. Ouais, il y en a, ils pensent que je suis un striker. Mais ça, comment? Comment t'as j'étais- survécu? J'étais dans le mal, moi. Moi-même, je sais pas. Sérieux? Heureusement, je fais des séances de muscu pour la nuque. Parce que sinon, Mais est-ce c'est que tu as chaud. déjà pris des trucs comme ça à Jamais. l'entraînement À l'entraînement, non, jamais. Ok. Et en combat, jamais non plus, parce qu'on t'a jamais vu en difficulté comme ça. Non, Mis à jamais. part Torres, mais c'était un lucky shot bizarre, on ne sait même pas ce qui t'a touché. Là, c'était. Mais là, il y a eu J'ai le crié devant sol, ma il est télé. tombé dans la salle. Vraiment, il y a eu un espèce de froid général. C'était assez c'était incroyable. Il y chaud. avait ton frère qui était à côté aussi, même lui. J'ai senti que tout le monde était choqué. Pour te dire, là, j'étais sonné. Moi, je l'ai pris au 3e, ça. J'étais au 3e ou au 4e, je sais En plus. régie, ils peuvent nous dire. Et tu sais, au 3e, et quand c'était le dernier round, c'est le 5e round, j'étais complètement sonné. Parce que j'étais encore sonné du coup de genou. Et je dis à mes coachs, il reste encore un round. Alors qu'en fait, c'était le 5e. J'étais plus là. Après, je me suis rappelé que c'était le dernier quand j'ai vu la meuf avec la banderole round 5 là. Je dis, ah ouais, putain, je suis sonné. Après, je regardais comme ça, je dis, ah ouais, je suis sonné, faut faire attention, faut pas que je prends un coup. Que si je prends un coup, je vais dormir. Attends, tu dis ça, mais on t'a vu échanger. Ouais, j'avais conscience de ça. Là, on doit encore échanger sur la fin du fight. Non, mais il était en ultra instinct. C'est mes réflexes après qui. Ouais, mais sonné quand même, Ouais, T'es j'étais sonné. hein. presque en pilote automatique en fait. Ouais, j'étais sonné. Là, j'étais complètement sonné. J'étais sonné, mais. Mais le fight t'arrives à IQ, il était là. rester Ça va. Ouais, ça va. Moi-même, je suis choqué. Donc, Mais même moi, ce que j'avais remarqué après, c'est ta réaction après le combat. Tu avais l'air, malgré la défaite, d'être satisfait de toi-même. Genre le challenge, tu l'as pas relevé avec la victoire, mais tu l'as relevé dans le sens où il t'a pas vraiment mis en difficulté, mis à part un coup. Ouais. Parce que je sais pas comment tu te sentais après. J'ai essayé de gagner mon combat quand même. Donc moi, je pensais quand même dominer quelques rounds. Je me suis dit, ça va être une décision partagée. Je sais pas si ça a été une décision partagée ou une décision unanime. Donc c'est tout. Après, j'étais déçu par la décision. Parce que je me suis dit, c'était un beau combat quand même. À part le coup de genou, il y avait rien. Parce qu'après, j'ai eu des discussions avec eux. Ils m'ont dit, il n'y a que le coup de genou. C'est le coup de genou qui a fait la différence. Avec les personnels du KSW. Ils m'ont dit, s'il n'y aurait pas le coup de genou, ils m'auraient pu donner la victoire. Donc c'est ça qui m'a Ça se surpris. joue à pas grand chose. Mais après, content du défi, j'ai beaucoup appris en tant que combattant. T'as scoré des C'est ça. des knockdowns, enfin des takedowns. Franchement, rien à dire. Hein. Sportivement, c'est vraiment un exploit. Parce que... Ouais, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup appris. Hein. J'ai beaucoup appris pendant ce combat et ça me fait évoluer, encore plus. Je sais de quoi je suis capable maintenant. Je sais que quand j'ai affronté des adversaires moins lourds ou moins compliqués, je sais que j'aurais pas ce stress-là. Et j'ai tous les avantages pour moi. Je me suis dit, j'ai affronté un mec qui pèse à peu près 90 kilos, donc tout est à mon honneur. Tu gardes en tête une revanche ou pas? Ouais, c'est sûr, hein, toujours. Hein. Pas une revanche forcément. En vrai, maintenant, je m'en fous un peu, mais s'il faut le faire, on le fait. Hein. Je m'entraîne pour. Voilà, j'ai entendu dans les coulisses du KSW comme quoi ils étaient chauds pour faire la revanche. Et ils m'ont demandé, j'ai dit, je suis chaud, j'ai jamais refusé un combat de ma vie, donc je
je suis chaud et ils savent que je suis chaud. Parce C'est qu'à des chaque fois, ils mettent des noms et je leur dis ok, je suis. C'est la Parnasse mentality en fait. Tu sais, moi je disais Mamba mentality, mais quand tu sors de ce combat, c'est vraiment la Parnasse mentality. C'est aller chercher les défis que personne ne prend. Ouais, c'est ça. Des gros risques. T'es même pas encore la star que t'es, je pense, à l'époque aussi. Je pense que ce combat, il te fait basculer parce que les gens se rendent compte à quel point c'est fou ce que t'as fait. Ça inspire beaucoup de gens, même humainement. Moi, je sors de ce fight, je suis pas un combattant, mais j'ai envie de me donner plus après avoir vu ça. Je me dis, il y a un mec, il a fait un truc de malade. Moi aussi, je peux peut-être mentalement m'inspirer de ça. Tu vois. Moi-même, je voulais le faire. C'est moi qui l'a demandé, ce fight. J'avais gagné contre Ruchala. De 66, je passe 77 kilos directement. J'ai demandé, je me suis entraîné pour. Et ils ont vu que j'étais déterminé. Et c'est ça qui fait augmenter la valeur du combattant aussi. Et j'ai augmenté ma valeur auprès du marché du KSW et auprès de l'Europe. Donc c'était bien pour moi aussi. J'ai beaucoup appris, comme je l'ai dit, en tant que combattant. Et surtout, c'est une défaite qui vieillit bien parce que tu l'as mis mal et les vrais 77 de la catégorie, dans l'organisation, ils n'ont pas réussi à être aussi efficaces que toi. C'est ça. Personne ne l'a battu à part Mohamed Khalidov parce qu'il a voulu faire une deuxième ceinture et il n'a pas réussi. Khalidov, il l'a soumis sur un juji. Et là, il a gagné son dernier combat avec un seul bras. Il fait le combat, premier round, il se pète le biceps il monte. Il fait un combat de fou. J'étais là-bas, c'était samedi dernier. Incroyable. Il fait 5 rounds à fond comme ça. Tu dis, ah ouais. Après, je me dis, ah, quand même, j'ai survécu avec lui. Après, ils m'ont demandé si c'était chaud. Je dis, ouais, je suis chaud quand même. Ouais, ça t'a pas arrêté en fait. Mais ça change rien. Je suis chaud. Faut juste que je monte bien. Encore plus, même. Vu que je mette bien ma garde haute et je fais attention au coup de genou et vas-y, c'est bon. C'est ça aussi ta force, Salah, c'est cette capacité aussi à enchaîner très vite parce qu'après cette victoire, tu passes au défi suivant. En fait, tout de suite, tu as des ceintures à défendre au KSW. Tu vas t'installer du coup maintenant vraiment chez les moins de 70. Tu unifies les ceintures face à Mircea, KO premier round. Et puis après, il y a ce combat, le dernier en date face à Wilson Varela, à la Défense Arena, dans une ambiance de folie. Encore une fois, tu as impressionné sur ce combat. Raconte-nous cette séquence de coups où tu enchaînes, c'est dingue au sol. Raconte-nous tout ça. Comme je l'ai dit, à l'entraînement, je m'entraîne beaucoup. Je fais beaucoup de situations de Gordon Pound et je m'entraîne comme ça. Même à l'entraînement, je suis comme ça, j'enchaîne beaucoup. Et là, en combat, je peux plus me lâcher. Je contrôle moins les coups, donc j'y vais à fond. Et je sais que j'ai un cardio de fou, je peux faire ça pendant 5 rounds, donc je le fais. J'avais pris Wilson Varela vraiment au sérieux aussi, parce que Wilson Varela, c'est un striker vraiment accompli, vraiment fort. Donc il faut que je fasse attention. Je faisais attention à son striking. Je savais qu'il était fort. Et je savais qu'il avançait aussi beaucoup, il mettait une grosse pression. Et du coup, je me suis dit, je vais l'avoir à combat arrière. Et le plan, il a fonctionné à merveille. Avec mon coach Arnaud, on avait calculé tout ça et c'est rentré. Parce que les gens, lui, était vraiment focalisé sur mon jab, parce qu'en entraînement, on s'entraînait beaucoup ensemble. Ouais. On a fait beaucoup de sparring. Donc je sais que lui et son équipe de Marseille, ils me connaissaient vraiment très bien. J'avais un beau jab. Et à chaque fois que je partais à Marseille, ils me voyaient faire mes sparring. Des fois, j'enchaînais 5-6 rounds, même 7-8 rounds. Et je les prenais tous un par un et j'enchaînais les rounds avec eux. Et donc, voilà. Jalito, là, il se dit comment il fait. Donc, ils me connaissaient bien, ils avaient des vidéos aussi. Je sais qu'ils avaient des vidéos, parce que moi-même, j'ai des vidéos quand je spare avec Wilson. Et je sais qu'ils ont des vidéos quand je pars avec Wilson. Donc, je sais qu'ils ont travaillé dessus, mais comme je dis, c'est difficile de me connaître. Et voilà, le bras arrière, il a fonctionné, ça a marché. Et puis voilà. On a rarement frappé aussi fort le bras arrière. Je pense que là, en termes de KO au power, tu as beaucoup progressé. Parce que aller chercher un knockdown aussitôt dans ta carrière au KSW, c'était rare. Là, on se dit, on a beaucoup vu tes travails de sable, destruction, les jambes, etc., etc. Là, le bras arrière, maintenant, je pense que tout le monde va le craindre très fort. C'est sûr. Et c'est ça qui est bien aussi. Ça me permet de... les adversaires, ils voient ça. Donc, ça me permet de travailler aussi autre chose et d'évoluer encore plus, de le mettre au bon moment, d'avoir ce power punch au 3e ou 4e round, voilà, de finir mes combats. Et c'est ça le plus important. Et là, je sais que j'ai les capacités pour. Avant, je savais que je ne pouvais pas finir, on va dire, mes combats, que je n'étais pas vraiment encore établi. Après, j'étais jeune aussi, j'avais 20 ans. Là, j'en ai 27. Et je sais que là, je peux frapper fort dès demain. Donc, la maturité aussi. C'est ça. L'un de tes plus gros exploits aussi, Salah, on en a parlé rapidement aussi avec Sacha, c'est que tu as réussi à ouvrir le marché français au KSW. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Tu as réussi à faire en sorte que les Français s'intéressent à une organisation polonaise de MMA et en même temps que cette organisation polonaise, elle ouvre ses portes au marché français et aux combattants français. C'est d'ailleurs ce que nous explique l'un des matchmakers du KSW.
I don't think you can even put the impact of Saladin in KSW into words. Like, first of all, he was like the youngest champion, a guy who had so many great performances like that at such a young age, that from this perspective he was something special. But on the other hand, you rarely see a guy who becomes such a star and such a great fighter and can open a new market for us. Because without Saladin, I don't think we will be doing shows in France. So he was like the essential factor why we decided to do it. Tu réalises quand même tout ce que tu as réussi aussi à accomplir. Il y a évidemment ce qui se passe dans la cage, mais il y a aussi ce qui se passe autour. Le fait que tu aies ouvert ce marché à des jeunes combattants français avec qui tu t'entraînes aussi au quotidien. Tu réalises l'impact que tu as pu avoir aussi sur eux? Si, je réalise. Après, ça me fait super plaisir. J'ai marqué le sport déjà en Pologne. Je sais qu'il n'y avait pas plus jeune que moi, champion du KSW. Donc j'étais le plus jeune champion de 2 catégories. 66-70 kilos. Donc j'ai marqué le sport de MMA, on va dire, à jamais dans le pays, en Pologne. Et ouais, ça me fait plaisir. Et là, j'ai ouvert un nouveau marché, le marché de la France. Ouais, tu les vois, il y en a de plus en plus sur les cartes. Là, sur la carte de samedi, il y a Amin Ayoub, il y a Mika Lebou aussi. Il y a de plus en plus de Français. Bah ouais, t'es plus tout seul sur les cartes maintenant. Non, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est que positif. Et c'est pas encore fini. Mon objectif, c'est de choquer vraiment le monde entier. Donc je travaille pour ça, j'ai que 27 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à accomplir. À 27 ans déjà. Non, mais c'est trop quand même. C'est-à-dire que déjà, il est parti, je pense, pour donner à manger un petit peu tout le monde à la famille. Il a pris des risques, il est parti loin. Maintenant, il nourrit une bonne partie du MMA français, les plus jeunes, mais aussi les anciens. Là, il dit qu'il veut encore pousser encore plus loin. C'est un truc de fou. Bah, c'est ça, hein. Faut évoluer. C'est repousser toujours. C'est ça, toujours. Limite, avoir toujours un nouveau challenge. Ton influence aussi, elle est telle, Salah, que tu as même créé ta propre technique, la Parnassa. C'est comme ça que tu l'as nommée. Explique-nous, on va voir ce que c'est justement cette technique. Comment ça t'est venu? C'est quoi? C'est une fois à l'entraînement, tu as essayé ça a marché? C'est ça. À l'entraînement, je le mets beaucoup. Et à la base, ça vient du JJB. Ouais. C'est les mecs du JJB qui font ça. Ils se mettent par terre, ils viennent saisir comme ça. Et ils te font tomber, ils prennent le dos. Mais sauf qu'il n'y avait personne qui le faisait debout, donc j'ai dû le faire debout. Et j'ai commencé à faire ça, et puis après je vois des vidéos, il y a beaucoup de personnes qui font ça. C'est devenu populaire. On va dire cette capacité, dans le monde du MMA, c'est devenu populaire. C'est surtout impressionnant de voir que tu arrives à le faire tomber debout avec cette technique, effectivement, où tu passes entre ses jambes pour le faire tomber. Tu parles justement de ces vidéos qui sont devenues aussi un petit peu virales. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a même Cédric Doumbé qui l'a testé à l'entraînement. Je ne sais pas si tu as vu. On va regarder l'image parce que c'est vraiment très sympa. Cédric Doumbé qui l'a testé aussi. Hop, on voit la même technique où il a passé ses jambes à l'intérieur. Est-ce que c'est bien exécuté ça là ou pas? Ça va, c'est bien exécuté. Quelle note tu mets là? Faut mettre les crochets direct. Il n'a pas mis les crochets, donc je lui mets à... Faut pas que tu m'en veux, Doumbé. Attention, tu me fais. Hein. Je lui mets 5. Ah, surprise. Ça va, la moyenne. Cédric, va falloir t'améliorer. Salah, on approche de la fin avec toi. La suite, ça peut être quoi? Du coup, en ouverture, tu nous disais que tu attends un peu de voir, tu ne sais pas encore. Il y en a évidemment beaucoup qui parlent de l'UFC. Tu as dit que tu voulais aussi te tester en boxe. Où est-ce qu'on peut quel nouveau challenge tu vas te fixer? Voilà, déjà, c'est compliqué de se projeter avec un combat qui arrive samedi. Je suis vraiment... j'aime pas faire ça, je reste vraiment focus sur mon combat. Donc là, pour moi, le plus important, vraiment, c'est Marianne, gagner mon combat. Puis après, normalement, peut-être un combat en boxe anglaise, et puis on verra. On verra. Ce serait pas mal de voir ça, là, en boxe, là. Ouais, bon, il y a tout pour, en plus. Toi, tu veux le voir partout, en fait, Gianni. Kung Fu, je veux le voir. Plus tu le vois combattre, plus t'es content. Bah, c'est ça, en plus, il a que 27 ans, il progresse encore, là. Il y a les KO qui arrivent. Là, ceux qui ne sont pas dans le train, il faut monter maintenant. Il reste encore des places. Il y a les irréductibles, je ne sais pas comment on dit, qui ne veulent pas monter dans les trains. Les pessimistes, les doubters. Les gens qui doutent, voilà. Après, il y en a, je les comprends parce qu'ils veulent me voir aussi briller à l'UFC. Oui. Parce que c'est la ligue la plus... T'en as marre, d'ailleurs, qu'on te répète tout le temps ça? Non, c'est comme ça, ça fait partie du MMA. L'UFC, c'est la plus grosse ligue du MMA, donc
C'est comme ça. Mais ouais, 66, là, c'est intéressant. Et en 70, c'est intéressant. C'est pas mal aussi. En vrai. C'est bloqué, en plus, c'est bloqué. C'est Voilà, bloqué en ce moment. Tu ferais du bien là-bas un peu. C'est ça la particularité de Salah, c'est qu'en tant que fan, t'as envie de le voir à l'UFC, t'as envie de le voir dans ce que toi tu kiffes en tant que spectacle. Mais en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que. T'as juste envie qu'il continue de construire ce qu'il a commencé, en fait, de donner du beau spectacle à tout le monde, de faire grandir le MMA français, les événements. Après, donc, tu vois aussi que tout, comment la MMA évolue, quand tu vois qu'il y a Ngannou aussi qui va au PFL. Ouais. Donc ça donne envie aussi de rester dans sa ligue, parce que les autres ligues aussi, il n'y a pas de certitude vraiment que tu es bien traité. Alors que voilà, le propre, là, au KSW, c'est propre, je suis bien traité. On me traite vraiment, vraiment très bien. Ça se trouve, je vais partir à l'UFC ou je pars dans une autre ligue, on va mal me traiter, on va me... Ah, tu dégages, tiens, prends ça. Soit oui, soit non. Alors ils te mettent dans des placards. Ah, tu prends pas ce combat. C'est compliqué. Il y en a, ils sont à l'UFC, ils font des combats, ils font un combat par an. Je ne peux pas faire un combat par an. Il faut que je reste actif, il faut au minimum 3-4 combats. Je suis jeune, j'ai envie d'enchaîner les combats. Après, le seul avantage qu'il y aura à l'UFC, peut-être, c'est d'avoir la Parnassa dans le jeu. Et je peux faire aussi de la boxe anglaise aussi. Bah ouais, une passion qui me fait kiffer aussi. Ouais. J'aurais été à l'UFC, j'aurais pas pu faire de la boxe anglaise. Impossible. T'as tellement de défis face à toi, Salah, on suivra évidemment. J'aurais pas pu aussi monter à 67 kilos, je pense. Mais c'est ça. Non, mais c'est un peu, tu sais, si tu veux vraiment vulgariser, c'est être un peu aussi anticonformiste. Ne pas aller à l'encontre, tu sais, de la grosse autorité, la grosse entreprise et tout. Montrer, il y a d'autres voies qui sont possibles. Faire un chemin. C'est beaucoup de choses comme ça qu'on voit récemment qui touchent aussi beaucoup plus les gens. Parce qu'ils se disent, politiquement, etc., l'UFC, il y en a beaucoup qui le disent, c'est quand même... C'est une société qui est dure. C'est compliqué. En plus, quand tu vois aussi les chiffres qui vont, tout ça, c'est compliqué. Là, je sais que je suis bien. Je gagne autant qu'un mec qui est dans le top 5. Donc, pourquoi aller là-bas pour la célébrité? Merci beaucoup, Salah, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On te retrouvera samedi prochain donc, à Lyon. Ce sera dès 19h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, donc gratuitement pour suivre les préliminaires. Et ensuite, la carte principale dès 20h30 sur RMC Sport 1. On sera en rendez-vous. J'espère la victoire. Comme ça, tu viendras nous voir après sur le plateau, Salah, pour parler de cette belle victoire et de la suite, du coup, parce qu'après le combat, on pourra parler de la suite, a priori. Okay. Merci beaucoup, Salah. À la prochaine. Plaisir. Force à toi pour le combat dimanche, samedi. Merci beaucoup. On va faire une petite respiration sur RMC Sport et puis on revient juste après pour parler de l'autre événement du week-end prochain. Évidemment, c'est l'UFC 315 avec Manon Fiorot pour le titre, on l'espère, de championne du monde à l'UFC. À tout de suite. On reste ensemble, nous, sur Twitch, les amis. On va laisser Salah tranquillement sortir. Oui. Tu peux récupérer les ceintures aussi, Salah, t'inquiète pas. On est sur Twitch toujours, on va vous faire gagner grâce à la question Winamax. Je vais vous poser une question. Le premier à répondre dans le chat remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, voici la question. Qui était le dernier adversaire de Saladin Parnasse? Vous envoyez votre pseudo Wina en DM pour que le free bet soit crédité. Je vous rappelle la question. Salut Salah, merci beaucoup. Qui était le dernier adversaire de Saladin Parnasse? C'est dur, ça. J'ai pas le chat sous les yeux, donc si tu l'as. Qui répond en premier, du coup? Moi, c'est Jouge005. C'est ça, après, exactement. Voilà, non, rien. Quoi? Non, je dirai après. Pourquoi? Je peux reprendre ma place ou après? Oui, vas-y, retourne à ta place. Je sens que ça te fait plaisir. Non, comme tu veux. Je sais pas. Reste là, on est bien. Bah, c'est gagné. C'était bien Wilson Varela, effectivement. Ouais. Redonne-nous le pseudo. Moi, j'ai Jouge, Jooj005. C'est ça. Bonne réponse. Sacha, si tu veux te mettre là-bas, c'est tout de suite. Non. Très bien.